Bonjour Laurence, bonjour les loulous. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle activité. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons changé de musée. Je me trouve en effet dans le musée des arts décoratifs, qui renferme notamment une magnifique collection de porcelaine de Tournai. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé des oiseaux, vous vous souvenez? Eh bien, cela tombe très bien. Me voici à côté d'un service qui fut commandé en 1787 par Louis-Philippe d'Orléans. Il devait comprendre plus de 1500 pièces de vaisselle qui étaient décorées par un total de 4200 oiseaux différents. Ces illustrations sont inspirées de réelles observations scientifiques. Remarquez également que les décors sont en or et qu'ils sont tous différents. Laurence, tu imagines un peu le prix de tels objets? Bonjour à tous, bonjour Cindy. Et oui, pour répondre à ta question, je sais que ces pièces de vaisselle sont uniques et très précieuses. Attention Cindy, je connais ta maladresse. Recule un peu de la vitrine, tu risquerais de casser quelque chose. Oups, tu as raison Laurence, je vais me reculer un peu. Mais je vois que toi aussi tu es dans un autre musée. Oui, je suis au musée de folklore et des imaginaires, une véritable caverne d'Ali Baba où j'ai envie de vous faire découvrir plein de choses. Viens Cindy, rejoins-moi, nous ne serons pas trop de deux. Avec grand plaisir Laurence, mais avant, je voudrais encore vous montrer quelque chose de spécial. Voici le service Lecoq. Comme le précédent, le service d'Orléans, il est lui aussi décoré de nombreux oiseaux différents. Mais en plus, les assiettes ont des formes variées, rondes, carrées, en forme de coquillage. Mais regardez la précision des dessins. Imaginez le travail des peintres. Ces artistes ont été formés à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, qui a été spécialement créée en 1757, juste pour enseigner l'art de la peinture aux travailleurs de la manufacture de porcelaine de Tournai. Et grâce à cela, les peintres travaillaient à la main levée, c'est-à-dire en peignant directement sur la porcelaine, sans passer par des étapes intermédiaires. Ah bon? Mais comment faisait-il avant alors? Ils complétaient des dessins châtironnés, c'est-à-dire des dessins dont le contour était d'abord réalisé en noir, un peu comme dans les albums de coloriage. Donc, si je comprends bien, s'il n'y avait pas eu la porcelaine de Tournai, il n'y aurait pas non plus l'Académie des Beaux-Arts. Il y a de fortes chances que non, en effet. Tiens, Laurence, est-ce que tu sais où se trouvaient les bâtiments de la manufacture de porcelaine? Oui, Cindy, je vais te montrer ça sur la maquette du musée de folklore et des imaginaires. Viens voir. Elle se trouvait ici, près du fameux pont des Trous. À cet endroit, il y a d'ailleurs une rue qui porte le nom de son créateur, François-Joseph Péterinck. C'est en 1751 que cet homme de caractère décide de racheter une fabrique de faïence et d'y développer la manufacture de porcelaine qui obtiendra le titre de royal et d'impérial. Et pour distinguer sa production de celle des autres fabriques, M. Péterinck choisira la marque de la tour, symbole de Tournai, ou les épées entrecroisées. Je connais un autre type de marque qu'on appliquait sur les pièces en porcelaine, mais elles étaient réservées aux personnes les plus riches, les bourgeois. Quand ils faisaient fabriquer un service, ils demandaient à ce que leurs initiales apparaissent sur la vaisselle, par exemple au milieu des assiettes. Ah oui, j'ai vu ce genre d'objet au rez-de-chaussée du musée. Viens me rejoindre, Cindy. D'accord, j'arrive Laurence.
Regardez, je profite de ma petite balade pour vous montrer cette belle arcade qui fut imaginée par l'architecte André Wilbaud lors de la reconstruction du musée après la Seconde Guerre mondiale. Ah Cindy, te voilà, je t'attendais avec impatience. Voici les assiettes dont je te parlais. Regarde celles qui comportent les initiales de leur propriétaire. Dans la vitrine là-bas, il y en a même une dont le blason héraldique a été effacé. Certaines assiettes portaient d'autres marques, comme celle-ci, qui faisait office de prix pour les vainqueurs de tournois de tir à la carabine, de tir à l'arc et de tir à l'arbalète. Ce que je remarque, Laurence, c'est que les décors de ces objets sont souvent peints en bleu. Mais pas seulement. Tu as raison Cindy, le bleu est une couleur qui restait très stable lors de la cuisson des objets en porcelaine. En plus, c'était la couleur principalement utilisée par les Chinois qui ont inspiré la porcelaine en Europe. Mais attention, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des objets décorés de bleu. Avec le temps, les peintres ont développé des techniques qui leur permettaient d'utiliser différentes couleurs sur un même objet. C'est par exemple le cas de cette assiette décorée d'une fleur polychrome, c'est-à-dire avec plusieurs couleurs. Et tu sais, comme dans le passé, on jetait beaucoup moins facilement les objets que maintenant. Eh bien, il existait un métier qui consistait à réparer les porcelaines cassées. Ce sont les raccommodeurs de porcelaine. Ces réparations étaient effectuées avec de la colle artisanale et des agrafes métalliques. À Tournai, il y avait un raccommodeur célèbre qui avait pour surnom Louis XVIII. Il ne mesurait qu'1 mètre, mais il avait un sacré caractère. Pour lui rendre hommage, Édouard Tréhoux créa un géant à son effigie en 1933. Celui-ci participe encore au traditionnel cortège de septembre qui a lieu à Tournai. Ah oui, j'ai vu une reproduction de ce géant dans la salle qui leur est consacrée. Je vais aller vous la montrer. Pendant ce temps, je me dirige vers la pharmacie du musée, car j'y ai également des choses très intéressantes à vous présenter. Me voici devant la vitrine des reproductions miniatures des géants sortis lors du premier cortège folklorique en 1933. Ces géants sont inspirés des géants que l'on peut voir lors de la Ducasse d'Ath, car l'épouse d'Édouard Tréhoux, dont Cindy vous parlait tout à l'heure, était originaire de cette ville. Et voici la reproduction de celui qui est consacré à notre fameux raccommodeur de porcelaine, alias Louis XVIII, c'est-à-dire Xavier-Joseph Delay. Construire un géant pour un homme de si petite taille, c'est un comble. C'est vous dire la place importante de ce personnage dans l'imaginaire des Tournaisiens. De mon côté, je voulais vous montrer les rares pots à pharmacie en porcelaine de Tournai, et notamment ces chopes qui portent un numéro correspondant à un patient donné et qui étaient certainement utilisés dans le réfectoire de l'hôpital. J'en profite également pour vous faire observer ces chevrettes du XVIIe siècle en faïence d'Anvers qui servaient à contenir des médicaments liquides qu'on pouvait directement transférer, notamment dans la bouche du patient, grâce à ce bec verseur. Le nom de cet objet vient du nom de la femelle du chevreuil, la chevrette, car le bec verseur ressemble à des bois de chevreuil. Mais ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que la chevrette, l'animal bien sûr, eh bien, elle ne porte pas de bois. Alors à l'origine, seuls les pharmaciens avaient le droit de posséder ce genre de récipient. Ces récipients étaient d'ailleurs d'usage à l'hôpital Notre-Dame. Ce qu'elle me raconte m'intéresse vraiment. Je vais aller voir ça de plus près. Eh bien, puisque tu es là, Laurence, je vais en profiter pour te poser une petite devinette. À ton avis, à quoi servait ce genre de globe rempli d'eau ? À décorer peut-être ? Mais non, Laurence, tu n'y es pas du tout. Les pharmaciens profitaient de l'effet loupe de ce globe pour agrandir ce qu'ils voyaient. Et notamment pour retirer plus facilement une écharde du doigt d'un patient. Et ces grands flacons remplis de liquide coloré, ils avaient la même utilité ?
Non, ceux-là font plutôt partie de l'enseigne de la pharmacie. Ils étaient exposés à la vitrine de la boutique pour faire de la publicité, parce que cela produisait une jolie lumière colorée. Un peu comme si le pharmacien était capable de préparer des remèdes miracles. Mais on raconte aussi une autre anecdote sur ces récipients. Je vous la raconterai, mais quand vous viendrez au musée. Viens voir, Cindy, je vais te montrer d'autres objets en faïence. Des dinettes pour les petites filles des familles qui avaient les moyens de s'offrir ce genre d'objets chers. Le responsable du musée m'a même expliqué qu'à l'époque, c'était plutôt les servantes de la famille qui manipulaient ces objets afin que les enfants ne les cassent pas. Il est vrai que les gens avaient souvent peu de moyens par le passé. Et cela devait certainement être la même chose pour cette jolie maison de poupées si bien décorée. Dommage, je crois que j'aurais adoré m'amuser avec ce genre de jouets. Puisque nous parlons de jouets, observons ceux avec quoi les enfants s'amusaient dans la cour d'école. La marelle, des toupies en bois et en ficelle, des yo-yo, des billes en pierre, un diabolo, et cela, Cindy, tu sais ce que c'est? Alors là, pas du tout. On dirait une grosse pince à linge en bois. Ça s'appelle un claquoir. C'est ce qui remplaçait la sonnerie au moment de former les rangs. Allez hop, en classe. À l'époque, les instituteurs et les institutrices étaient très sévères. Gare au bonnet d'âne quand on faisait des bêtises. En effet, quand tu vois le soin que les enfants avaient quand ils écrivaient à la plume, c'est impressionnant. Et encore, Cindy, là tu utilises un porte-plume. Mais figure-toi qu'à l'époque, on utilisait de vraies plumes d'oiseaux. Alors même si on pouvait utiliser le papier buvard pour limiter les taches d'encre, pas question de remettre une feuille avec des ratures à l'enseignant. Donc attention à ne pas trop tremper la plume dans l'encrier. Bon Cindy, puisque tu as bien travaillé, j'ai un petit jeu pour toi. Je te propose de trouver encore un autre objet en faïence dans le musée, mais cette fois-ci qui ne sert qu'aux messieurs. Et si tu trouves, tu auras un bon point, comme à l'époque. Défi accepté. Et je vais ouvrir grand les yeux pour ne pas passer à côté.
Ça y est Laurence, j'ai trouvé. C'est une tasse à moustache. J'imagine que les hommes l'utilisaient pour ne pas salir leur moustache quand ils buvaient du thé ou du potage. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi autant d'hommes avaient une moustache de par le passé. C'est parce que c'était un signe de sérieux. Tous les hommes qui pratiquaient un métier avec une autorité comme les policiers, les pompiers, les notaires, les médecins, les bourgmestres ou échevins, les instituteurs, portaient tous la moustache. Tu peux aller vérifier sur les photos qui sont présentes dans le musée. Ah oui, j'ai vu cela tout à l'heure dans la pièce des jeux. On s'y rejoint ? D'accord, j'arrive. Ah oui, mais c'est fou, ils sont presque tous moustachus. Et tu vois Cindy, c'est lors de ce genre de concours que les hommes recevaient en cadeau une assiette en porcelaine, comme je t'ai montré tout à l'heure. En tout cas, on peut dire qu'ils sont bien sérieux sur les photos. Ce qui est frappant dans cette partie du musée consacrée aux jeux, c'est que les personnes se retrouvaient souvent ensemble pour jouer. Pas de télévision, évidemment, pas de console où on est souvent seul face à son écran. Non, ils aimaient se retrouver en famille, entre voisins, entre amis, parfois en se donnant rendez-vous au café, comme ici, au Roi des Radis. À ce propos, j'irais bien jouer une petite partie de jeu de fer. Et bientôt, vous pourrez faire la même chose quand vous viendrez au musée. On y va, Cindy ? On vous dit à bientôt pour d'autres aventures, au musée des Beaux-Arts cette fois-ci. Mais nous n'allons pas nous quitter sans un petit jeu. Alors, concentrez-vous pour remettre les lettres dans le bon ordre. Au revoir les loulous, à bientôt! Si vous nous avez bien écoutés, vous allez facilement remettre les lettres dans le bon ordre pour retrouver ces mots. C'est un lieu de fabrication dans lequel on réalise les produits à la main. Te souviens-tu du nom de cet objet ? C'est le nom donné au métier de ceux qui réparaient les porcelaines cassées.